Pour la 5e fois, Marcel refit en sens inverse, en essayant de remettre exactement les pieds dans les traces laissées lors de ses passages successifs, le chemin menant du gros tronc, abattu au sentier imaginaire, d'où il s'était dispersé tout à l'heure. Cette opération, élémentaire pour un vieux coureur de forêt, s'avérait terriblement malaisée et hasardeuse pour un jeune homme, parachuté d'Europe et qui avait fait ses premiers pas dans l'antre de la chasse au gros gibier depuis moins d'1 mois. Quand on n'a pas appris à voir les détails d'une piste, les particularités de chaque arbre que l'on croise, la forme de chaque buisson que l'on traverse, la qualité de la lumière filtrée par l'épaisseur de la faune, rien ne ressemble plus à un coin de forêt que cet autre coin de forêt, situé à des dizaines de kilomètres du premier. C'est pourquoi Marcel, qui s'était enfoncé dans la broussaille, en direction d'un gigantesque eucalyptus, à demi déraciné par la foudre, éprouvait d'énormes difficultés à revenir sur ses pas et retrouver son emplacement de départ sur une piste vaguement dessinée au milieu du feuillage végétal. « Mais bon sang de bon sang !» grommelait Marcel en enjambant des souches pourries et écrasant des fougères arborescentes. « Je suis pourtant passé par ici avec les autres il y a moins d'une demi-heure. Ce foutu sentier ne peut pas avoir disparu en si peu de temps. » Et le jeune homme, se sentant pris de panique, se faisait plus fébrile, plus brouillon, plus désordonné dans ses investigations du terrain. Marcel et 3 ou 4 de ses nouveaux amis étaient partis depuis l'aube vers cette partie de la forêt, peu fréquentée par les indigènes, mais réputée pour sa richesse en gibier de toutes espèces. C'était la 2e fois que le jeune broussard se laissait entraîner dans une partie de chasse. Sorti quelques semaines plus tôt d'une grande agglomération européenne, la brousse et la forêt équatoriale prenaient à ses yeux éblouis une saveur de western ou de film de Tarzan, dont il ne percevait pas encore les dangers. Il se déplaçait comme dans un rêve éveillé, le fusil à 2 coups en travers de la poitrine, canon vers le haut, les yeux rivés à ce mur de feuillage qui reculait son secret au fur et à mesure que l'audacieux progressait en écartant le rideau de broussailles et de lianes enchevêtrées. Pendant plus de 2 heures, il s'était ainsi frayé un chemin au travers de ce dédale végétal, suivant le guide indigène qui se faufilait le long d'une piste invisible à tous les autres, mais à laquelle il collait avec le flair d'un limier. À 3 reprises, le petit groupe s'était immobilisé, prenant position pour fusiller la proie que le pisteur avait distinguée dans les sombres profondeurs du taillis. Hélas, à chaque fois Marcel n'avait rien vu, en dépit de ses efforts pour identifier la tête d'une antilope, le groin d'un cochon sauvage ou la queue d'un singe. Un de ses amis avait pourtant déchargé son arme dans la direction approximative où le feuillage avait frémi au passage de l'animal, désireux de s'éloigner au plus vite du voisinage de ces dangereux intrus. On avait fouillé en vain l'endroit où les plombs avaient foré leurs trous mortels, sans y découvrir la moindre touffe de poils, la plus petite éclaboussure de sang. La marche avait repris, de plus en plus lente et difficile, et la transpiration commençait à marbrer les chemises de toile kaki. Le chasseur indigène s'était alors subitement arrêté, montrant du menton et des yeux la haute cime des arbres au-dessus de leur tête. Un coup de feu meurtrit l'oreille droite de Marcel. Presque en même temps, un autre éclatait sous son nez. « Des singes !» s'étaient exclamés ses compagnons. L'un fonça derrière le noir, droit devant, déchargeant une nouvelle fois son fusil vers les formes indistinctes qui bondissaient à 5 mètres du sol, dans un bruissement de branchages malmenés. Ceux qui venaient derrière Marcel s'étaient jetés vers la gauche, avec l'intention évidente de prendre les singes de revers. Avant de disparaître en 3 bonds, avalés par la végétation, l'un avait crié à Marcel « Reste sur le sentier et n'en bouge pas, nous reviendrons te chercher tout à l'heure. » Marcel s'était retrouvé seul et tout bête, son fusil inutile sur les bras, ne sachant s'il convenait de suivre les autres, d'envoyer quelques plombs dans le feuillage ou de rester sagement sur place pour attendre le retour de la troupe, ainsi qu'on le lui avait recommandé. Indécis, il fit encore quelques pas, le nez en l'air, puis s'immobilisa, perplexe, à proximité d'un monstrueux tronc d'arbre, à demi culbuté au cours de la dernière tornade,
et qui portait, sur son écorce éclatée et noircie, les traces du feu qui avait failli le dévorer tout entier. C'était le seul point de repère dont disposait Marcel, sur lequel s'était refermé l'étrange et oppressant silence qui avait succédé au tumulte de la chasse. Il avança encore, jusqu'à toucher le bois rugueux, d'où montait encore une vague odeur de brûlé. Puis, se retournant, voulut se diriger vers la piste qu'il venait de quitter, se rappelant le dernier conseil du chasseur, « Sur le sentier, reviendront te chercher ». Il aurait été bien embarrassé d'apprécier la distance qu'il avait parcourue depuis le premier coup de feu, jusqu'au moment où il s'était arrêté devant le fût de l'eucalyptus foudroyé. 10, 20 ou 30 minutes, dans une direction ou dans l'autre. À tâtons, il avait tenté de repartir vers le fameux sentier, sans parvenir à le retrouver. Marcel était planté à mi-distance entre ce qui lui paraissait l'emplacement probable d'où ils étaient repartis et le grand tronc partiellement en état dont il n'osait trop s'éloigner, de peur de le perdre lui aussi. Immobile, le cœur serré, se sentant gagné peu à peu par une crainte insidieuse, il patienta ainsi pendant un temps indéterminé. Il n'avait malheureusement pas emporté sa montre dans l'attente inquiète de ses compagnons. Son esprit le ramena de quelques années en arrière, en Europe, le jour où il s'était fourvoyé dans un quartier qu'il ne connaissait pas encore. Il y avait tourné pendant une grosse heure, s'engouffrant dans des ruelles inconnues, tentant de revenir sur ses pas pour retomber sur une avenue qui lui y eût semblé familière. Enfin, après avoir déchiffré des dizaines de noms de rues, consulté un plan et s'être renseigné auprès de boutiquiers complaisants, il avait réussi à se tirer du labyrinthe. Il se souvenait encore, comme si c'était hier, du soulagement qu'il avait éprouvé en se retrouvant sur un boulevard axial qui allait le ramener vers le centre de la ville. L'angoisse qui lui avait noué la gorge pendant qu'il errait dans ce quartier tortueux lui revenait aujourd'hui avec force alors qu'il tournait les yeux en tous sens, comme pour trouver une issue dans son enfer végétal. Ici, pas de plaques signalétiques avec les noms de rues, pas de panneaux indicateurs, pas de passants complaisants, pas de plans, pas d'agents de la circulation. Ici, il n'y avait que des arbres, et encore des arbres, qui se ressemblaient étrangement, devant, derrière, sur les côtés, reliés entre eux par des lianes, d'arbrisseaux et de plantes grimpantes, pour tisser tout autour de l'imprudent chasseur une muraille de verdure, impénétrable aux cris et aux bruits. Le temps passa, et Marcel se sentit de plus en plus et sérieusement étreint par la crainte de rester enseveli à jamais dans ce cimetière forestier. Les pensées les plus folles commençaient à s'agiter dans son esprit à la torture. Mes compagnons ne vont-ils pas m'oublier dans l'ivresse de la chasse? Retrouveront-ils ce maudit sentier que je suis moi-même incapable de localiser, alors que j'ai le nez dessus? Et s'il leur arrivait un accident, qui songerait à venir me rechercher? Quand la nuit va tomber, que vais-je devenir dans cet océan de branches et de plantes? Peut-être quelques animaux féroces sont-ils dissimulés dans un fourré, n'attendant que le moment propice de me tomber sur les épaules. Puis, reprenant confiance et essayant de se contrôler, Marcel se mettait à penser à haute voix. Après tout, j'ai un fusil et des cartouches. Et puis, il doit bien y avoir moyen de s'orienter. Si je grimpais en haut d'un arbre, je verrais probablement dans quelle direction me diriger. Si encore le soleil perçait carrément au travers de ce plafond de branches et de feuilles, je pourrais. Et se redressant sans assurance, il faisait alors quelques pas dans un sens, s'éloignant de l'eucalyptus. Puis, se retournant, il constatait que l'arbre repère commençait à s'estomper dans le gouffre de verdure. Il faisait aussitôt marcher arrière, avec précipitation, revenant vers le gros tronc à qui il adressait des discours. « Oh là, mon vieux, ne t'en va pas encore. Tu es la seule créature que je puisse encore reconnaître dans cette sacrée forêt. Reste près de moi, sinon je me demande ce que je deviendrai. » Ramenant alors son attention vers ses compagnons qui avaient disparu depuis un siècle au moins, il entrait subitement en colère. « Mais que foutent ces imbéciles? Ils foncent à travers tout comme des gamins, sans savoir où ils vont, et il faut que je les attende.
Sont-ils seulement capables de retrouver leur chemin? Une idée venant après l'autre, Marcel se remit à s'agiter. Savent-ils où je me trouve réellement? Allez voir dans ce trou de forêt à quel endroit ils me cherchent, peut-être à présent. Ils ne sont qu'à quelques pas de moi, que je ne les entends pas. Ils ne savent pas où me trouver. Il se mit à crier. Hola, hola, oh, les copains! Mais sa voix était comme étouffée, ouatée, dans l'épaisseur des arbres et de leurs branches qui rabattaient les sons vers le sol. Prenant son fusil, Marcel tira à 4 ou 5 reprises vers le ciel, espérant alerter ainsi ceux qui étaient à sa recherche. Il cessa bientôt de tirer, faute de munitions. Une crise de désespoir le submergea finalement, et sans qu'il pût s'en empêcher, de gros sanglots se mirent à bouillonner dans sa poitrine et des larmes amères se roulèrent sur ses joues. Au bout de quelques minutes, soulagé et honteux à la fois de ce moment de faiblesse, il se mit à renifler énergiquement et à se frotter les yeux du revers de la main. C'est dans cette posture que le trouvèrent ses compagnons, surgissant silencieusement de derrière une termitière envahie par la mousse. « Alors, mon vieux Marcel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu chiales ou quoi ?» Ahuri, abasourdi mais fou de joie par leur apparition, bien que profondément vexé d'avoir été surpris à pleurer comme un gosse, Marcel, d'une voix enrouée par l'émotion, se mit à crâner. « Comment? Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Et retombant sur ses 2 pieds avec à propos, il expliqua. « Figurez-vous que je commençais à m'ennuyer en vous attendant. Alors, regardant vers la cime des arbres, il m'a semblé apercevoir des singes. J'ai tiré. Je ne sais si c'est la poudre ou quoi qui m'est retombé dans les yeux, mais cela a commencé à me piquer que je ne voyais plus clair. » L'un des chasseurs, qui n'était pas dupe de cette comédie, entra dans le jeu de bonne grâce. « Si c'est vraiment sur des singes que tu as tiré, ça ne m'étonne pas. Les singes, c'est comme les pigeons. Quand ils se sentent menacés, ils te lâchent le contenu de leur intestin sur le crâne. Tu connais cette histoire de la Bible, où il était question d'un imbécile qui avait été aveuglé par de la merde de pigeon. Avec les singes, c'est pareil. Mais eux, ils se contentent de te pisser dessus. C'est probablement leur vessie qu'ils t'ont vidé dans l'œil, mon pauvre vieux. » Marcel, trop content de la présence de ses compagnons, que pour se vexer, se borna à hocher la tête en s'exclamant « Ben les salauds, ils ne se gênent vraiment plus. Me pisser dessus, ça c'est fort. »